Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la formation CCNA 200-301. Un plaisir de vous retrouver dans une nouvelle présentation dans laquelle on va entamer le Reset API. Très bien. Alors, avant que je commence l'introduction par rapport au Reset API, alors je dois bien faire le point concernant donc une petite notion. Au moment lorsque vous voulez accéder sur un site web, donc on va prendre l'exemple de le site web de notre compagnie, donc qui est donc le site web de notre entreprise, donc qui est le https www.manelka.com. Dans ce cas là, c'est que pour demander le site web de notre société, je veux dire pour voir toutes les formations que nous proposons, c'est que vous allez utiliser principalement un navigateur web. Alors un navigateur web, donc suivi du HTTPS, bien du HTTP, bien du HTTPS. Après, tout dépend comment le serveur donc il est configuré. Donc dans notre cas, on utilise le HTTPS parce que on sécurise tous les transactions. C'est que lorsque vous allez faire du HTTPS, c'est que et vous demandez donc l'accès à notre site web, alors principalement vous allez utiliser une requête GET. Donc le requête GET sur notre site pour avoir donc la page d'accueil de notre site. Et dans le cas lorsque la demande est réussie, donc dans ce cas là, le code qui sera accompagné avec cette requête, c'est ce qu'on appelle le code d'état HTTP 200. Ok, parce que pour dire HTTP 200, pour dire que la requête elle est réussie et vous avez un contenu. Très bien. Alors dans ce cas là, ce qui va arriver, c'est que les serveurs web ils vont répondre à votre demande qui est à la recommande GET, là parce que vous allez demander donc une page web. Le code qui sera accompagné, ce sera le code 200 parce que on va dire donc la demande il est réussie, et puis en fait vous aurez automatiquement le résultat qui sera justement affiché après, et le résultat ce sera sous forme d'une page web code HTML par exemple. Ok, très bien. Alors le reset ou bien le reset API. Alors le reset déjà c'est l'acronyme de Representational State Transfer. Bon, ces deux mots-là, en fait, on va essayer de les développer juste après le troisième point. Lorsque je parle sur un Reset API, c'est une API, ok, qui est fournie via le protocole HTTP. C'est-à-dire c'est que aujourd'hui, si je parle du Reset API, c'est qu'il sera lié automatiquement avec le protocole HTTP. Très bien. Lorsque je parle sur une API Reset, c'est qu'il définit un ensemble de fonctions que les développeurs peuvent utiliser pour exécuter des requêtes et recevoir des réponses via le protocole HTTP tel que le GET et le POST. Alors, pour résumer, c'est qu'aujourd'hui, l'API Reset donc, utilise donc le protocole HTTP. Donc, j'utilise le Reset API pour, par exemple, pour demander des informations, pour exécuter des requêtes, hein, par exemple pour faire des modifications, même en fait pour supprimer une telle ressource sur un pour supprimer une ressource, hein, même en fait de recevoir des réponses par rapport à des informations que moi je le demande. Et tout ça en fait ça se passe via le protocole HTTP et via aussi donc les requêtes du protocole HTTP, notamment comme le GET et le POST. Très bien. Alors, je reviens au deuxième point qui est Representational State Transfer. Alors, maintenant, si je voudrais définir ce deux mots, Representational State Transfer. Alors, Representational, c'est-à-dire ce qui signifie que nous transférons la représentation d'une ressource entre un client et un serveur. Ça veut dire c'est que le reset, qui est en fait un type d'architecture, en fait, il se base sur une première contrainte, c'est client-serveur. Ok, d'accord. Donc, la représentation, c'est qu'il signifie, je répète, que nous allons transférer une représentation d'une ressource entre un client et un serveur. Et nous utilisons, bien entendu, un type de format donné pour cette représentation. Donc, moi, je vais représenter quelque chose. Donc, par exemple, là, je veux donner en fait un cadeau. Là, il faut que je l'emballe dans un papier cadeau. C'est la même chose. Alors, dans ce cas-là, ce type de représentation de format de données, généralement en fait ça se fait via le JSON, l'XML ou bien en fait même le YAML. Donc c'est ça ce que nous avons vu dans la vidéo précédente. Très bien. Lorsque je parle du state transfer ou bien le transfert d'état, c'est qu'il signifie que chaque opération avec une API reset est autonome. C'est que chaque requête transporte, c'est-à-dire c'est qu'elle transfère toutes les informations état pour
compléter l'information. Ok. Après, pour que on parle, si on veut parler sur la forme complète d'une reset API ou bien API reset, c'est en fait c'est une interface de programmation d'application de transfert d'état. C'est ce que nous avons appelé Represent International ou bien l'API reset. C'est que cela signifie que lorsque une API reset est appelée, le serveur transfère à la présentation des ressources demandées état au système client. Ok. Très bien. Après, si je voudrais revenir sur un point, sur les API web, et là où il est classé les reset API. Les API web qui représentent les contraintes de l'architecture reset, et ça c'est ce qu'on va voir dans le prochain diapo, sont appelés API reset ou bien API resetful. Donc c'est-à-dire c'est que le reset c'est un type d'architecture. Et aujourd'hui, si on parle par exemple du SOAP, ce que nous avons vu en fait dans les types des API web, c'est que le SOAP c'est un type de protocole, alors que le reset c'est un type c'est un style d'architecture. Et c'est un style d'architecture pour dire qu'une API reset, il faut qu'il respecte certaines contraintes. Ok. Alors, parmi les contraintes qu'il faut qu'il respecte, c'est ce qu'on appelle en fait l'architecture client-serveur. On dit que les API sont resetful, ou bien en fait des API reset, tant qu'elles respectent certaines contraintes. Alors, parmi les contraintes qui vont la respecter, c'est que il y a 6 contraintes, et parmi ces contraintes-là, en fait, c'est l'architecture client-serveur. Alors par exemple dans ce cas là on a donc un reset client, et puis en fait ici en fait on a un reset serveur. Très bien. Alors attendez, je vais prendre juste mon stylo, hop. Ok. Alors ici j'ai un reset client, et puis en fait ici j'ai un reset serveur. Alors dans ce cas là, la première requête que nous voyons ici, c'est que hop, on a une première requête. Donc une première requête qui contient par exemple ici en fait l'IP, donc le protocole TCP pour le transport, et puis en fait ici par exemple il utilise le HTTP. Donc ici la première requête, c'est que le client reset qui est juste là sur la gauche, donc il exécute un appel d'API reset qui va générer un message envoyé au serveur reset. Ok. Alors, dans ce cas-là, on va utiliser donc le protocole HTTP, en fait accompagné par les verbs. Donc les verbs, c'est que les types de requêtes, et ça en fait on va voir dans le prochain diapo. Donc notamment donc le get, le post, donc le putsch, le patch et le delete. Bon, même si en fait j'avais avancé l'information. Et en fait ces informations, ce sera représenté dans le protocole HTTP via en fait un URI qui contient le host d'API qu'on va l'attaquer, et puis en fait suivi par les ressources. Très bien. Alors dans la deuxième requête, c'est que le serveur reset, donc le serveur reset donc sur la droite a un code API, donc il va recevoir donc la demande et il va décider comment il va répondre. Donc dans ce cas-là, il va traiter donc la demande qu'il avait reçue, et en fonction les informations qui a été demandées via le reset client. Par exemple, on va supposer qu'elle a demandé le statut, donc le statut de l'interface. Ok, donc par exemple gigabit 1/0. Ok. Alors si le reset client, donc il a utilisé donc la bonne ressource pour récupérer cette information par rapport au statut d'interface, donc gigabit 1/0, donc la demande qui sera reçue par le serveur reset. Donc là il va vérifier, et en fait il va décider comment il va répondre. Donc maintenant lorsqu'il va décider de répondre, c'est que dans la requête numéro 3, le serveur reset, donc il va renvoyer dans le message de réponse avec les variables de données
approprié dans le message de réponse. C'est-à-dire c'est que là je vais garder en fait l'IP et le TCP, ok. Et puis en fait ici dans le code HTTP, donc je vais faire retenir un code HTTP, donc c'est-à-dire par exemple si la requête donc elle était réussie, donc là je vais envoyer donc une certaine requête, et puis en fait là je vais envoyer donc le data en fait la data, donc en fait c'est à dire la donnée que le client m'avait demandé. Par exemple le statut d'interface gigabit 1/0, bah, je dirais que par exemple cette interface elle est down, ok. Donc c'est ça ce que veut dire une architecture client serveur. Très bien. Hop là. Alors une API Reset Web, donc ou bien un API Reset Full, donc il faut qu'il respecte en fait une deuxième contrainte. Alors la deuxième contrainte, c'est-à-dire c'est qu'en fait c'est stateless operation. Alors stateless operation, c'est-à-dire c'est que tout simplement, je sais pas en fait s'il y a quelques personnes en fait qui regardent ma vidéo, s'ils connaissent en fait le Google Home Mini, alors ou bien Alexa. En fait c'est justement c'est comme un petit équipement que vous pouvez en fait l'avoir chez vous, et vous pouvez lui demander certaines informations, notamment donc ça se passe en fait d'une manière orale. Oui, je vous l'ai dit, Google, est-ce que tu peux me donner donc la date de naissance d'une personne qui est célèbre. Bon, en fait, c'est ces informations que vous pouvez lui demander oralement, notamment en fait, vous pouvez programmer certaines actions. Par exemple, vous lui dites, ok Google, est-ce que vous pouvez me réveiller demain à 8h du mat. Donc en fait là il va la programmer en fait au niveau des 7H, et puis en fait lorsque ça sera 8h du mat, donc là il va envoyer en fait un VIP sonore. Donc ce sont des informations que vous pouvez le faire, ok. Mais pourquoi en fait je donne un exemple stateless operation. Par exemple si vous vous demandez ok Google, est-ce que vous pouvez me donner donc la date de naissance d'une personne qui s'appelle X. Donc lui donc il va chercher donc les informations sur Google, et puis en fait il va vous dire la date de naissance de cette personne. Mais malheureusement vous pouvez pas initier donc une communication directe avec lui. C'est-à-dire c'est que lorsqu'il va vous répondre, il vous dit que la date de naissance de cette personne c'était le 23 11 1989. Ok, donc si vous allez lui poser une question après 10 secondes, vous dire est-ce que tu peux me donner aussi donc l'information par rapport je sais pas en fait le nom de sa maman. Donc lui en fait il va pas pouvoir vous répondre parce qu'en fait il est stateless. Donc il faut lui dire que est-ce que tu peux me donner donc le nom de la maman de cette personne X, ok. Donc c'est ça en fait ce que veut dire stateless operation. Alors dans un RESTful API, vous avez par exemple ici vous avez en fait un serveur, ok. Ici par exemple vous avez un client, ok. Alors maintenant ce que vous allez faire c'est que vous allez demander une information au serveur. Vous lui dites hop c'est quoi le statut de l'interface, par exemple donc hop l'interface gigabit 4/0, ok. Donc supposons que lui il connaît en fait donc il a reçu donc la demande. Donc le serveur donc il va vous répondre, il va vous dire que le statut il est par exemple down, ok. Mais par exemple si vous allez revenir et vous dites c'est quoi, alors excusez-moi, hop, si vous allez revenir et puis vous lui posez en fait une question, c'est quoi la description, c'est quoi la description de cette interface, pardon, c'est quoi la description, dans ce cas là en fait il va pas pouvoir répondre, parce que dans ce cas là lui c'est comme on va se dire qu'il se rappelle pas de la conversation. Je m'explique. Alors lorsqu'en fait on parle d'une stateless operation ou bien un serveur sans état, hein, c'est que le contenu du client n'est jamais stocké sur le serveur entre les requêtes. C'est-à-dire c'est que chaque demande et réponse d'API n'utilise aucune autre historique passé considéré lors de traitement de la demande. Maintenant si moi je le demande la description, c'est que tout simplement
il va pas, comme en fait lui donc il se rappelle pas de l'historique, il va pas me répondre. Mais si je lui dis c'est quoi la description de l'interface, si je lui dis en fait la description de l'interface gigabit 4/0, s'il a cette information, dans ce cas là le serveur il va me répondre comme quoi la description par exemple c'est interface, pas interface par exemple de prod. Par exemple, là, il faut dire le serveur, c'est AB Finance. Donc, c'est ça ce que veut dire en fait stateless. Ok. Alors, il faut toujours en fait prendre en compte lorsque je parle d'une stateless operation dans une architecture reset, c'est que tout simplement le contenu du client n'est jamais stocké sur le serveur entre les requêtes. Et tout simplement, il ne garde jamais l'historique passé lors de traitement d'une demande entre un client et un serveur. Très bien. Alors, clear statement of cacheable and uncacheable. Alors, lorsque je parle en fait de cette contrainte, c'est-à-dire c'est la mémoire cache. La mémoire cache, c'est-à-dire c'est la mise en mémoire cache qui permet de se passer de certaines interactions entre le client et le serveur. Meilleur exemple que je peux vous donner, c'est que lorsque votre navigateur donc il charge une nouvelle page web, donc la page elle-même donc il contient certaines variétés d'objets, donc notamment des textes, des images, des vidéos, notamment pourquoi pas en fait des audios, même en fait des logos. Alors certains objets ils changent très rarement, par exemple dans le cas de logo d'un site web. Donc là le logo en fait je vous dis en fait c'est très rare qui sera changé, hein. Même en fait il va rester sur le site web peut-être pendant 3 ans, 5 ans sans aucune modification du en fait de l'admin du site. Très bien. Alors, vu qu'en fait certains objets en fait qui seront ils vont changer en fait rarement, donc il serait donc préférable de télécharger l'objet une fois et ne pas le télécharger à nouveau. Comme ça en fait on reste dans un mode on va éviter de dégrader donc la performance, surtout en fait s'il y a plusieurs images sur un site web, et surtout en fait ces images en fait ils sont avec une très grande résolution qui peut bouffer en fait une certain pourcentage de notre bande passante. Alors dans ce cas là le serveur donc il va marquer ces objets comme un cache, et par exemple un logo ou une autre image affichée sur de nombreuses pages d'un site web donc ne changera presque jamais, et ce serait probablement mis en cache. Ok. Je prendrai juste donc par exemple ça c'est mon site web. Alors c'est mon site web perso, là où je pose en fait mes cours, et c'est un site web qui date depuis très longtemps. Ok, donc là je vais juste renouveler ma page. Par exemple là c'est mon image. Donc pour les personnes qui ne me connaissent pas, c'est moi, hein. Donc par exemple il y a certaines informations que sur ce site et que je l'ai jamais changé, par exemple notamment donc mon image, notamment par exemple le texte, notamment donc les logos de mes sections, donc section cours, travaux pratiques, banque TPFE et contact, notamment ces logos, c'est que ces informations ils changent quasiment jamais. C'est pour cette raison il y a l'évidence de les mettre en cache. Ok. Par contre en fait il y a certaines informations qu'on peut pas le mettre en cache si le site web il est dynamique, c'est-à-dire il change des informations de temps à l'autre, par exemple le texte, des choses comme ça. Donc cependant c'est que la liste de produits retournés dans vos recherches qui nécessitent en fait une modification, dans ce cas là il faut pas les mettre en cache, parce que il y a toujours en fait il y a une mise à jour régulière et qu'il faut l'effectuer. Ok. Je donne en fait un exemple assez concret. Hop. Vous avez donc ici vous avez en fait un serveur. Ok, ici vous avez donc un client. Très bien. Ici entre le serveur et le client, c'est que par exemple en supposant que le serveur, je sais pas, on va dire c'est un routeur, même si en fait moi je le considère comme un serveur. Bon, ici c'est que tu vas lui demander c'est quoi ton hostname. Alors là il va répondre par exemple le hostname, c'est-à-dire c'est donc X Y Z A B C, c'est ça le hostname. Alors
ces informations, ils peuvent mettre en cache, hein. C'est-à-dire c'est que ces informations, c'est très rare en fait qu'on les change. C'est que dans ce cas-là, on peut les cacher. Ok, par exemple le nom du hostname. Par contre, si moi je le demande, donc le statut par exemple de l'interface gigabit 4/0, ok. Dans ce cas-là, hop, donc ça c'est serveur. Et puis en fait là je reprends sur le client. Donc là je vais le répondre avec certains statuts. Ce sera up ou down. Alors ces genres d'informations, moi je peux pas les mettre en cache. Pourquoi? Parce que ces genres d'informations, ils changent très régulièrement. Ok, donc ils changent très régulièrement. Parfois, en fait, si j'ai une opération, bah, dans ce cas-là, je désactive l'interface. Et puis, en fait, si en fait, j'ai pas une opération, par exemple, là, je vais activer cette interface. Bon, il y a des choses, en fait, comme ça. Moi, je vous ai donné juste un exemple comme ça. Mais dans ce cas-là, il y a certains éléments qu'on peut le mettre en cache et certains éléments qu'on évite en fait de le mettre en cache. Ok. Très bien. Alors, parmi les trois qui restent, hein, donc c'est ce qu'on appelle en fait uniform interface, ou bien interface uniforme. C'est la contrainte d'une interface uniforme, est fondamentale dans la conception de n'importe quel système reset. Donc c'est-à-dire dans n'importe quelle architecture reset. Principalement, il simplifie et découpe l'architecture, ce qui permet à chaque composant d'évoluer indépendamment. Et dans ce cas-là, on parle principalement de 4 sous-contraintes, hein. Par exemple, il y a l'identification de ressources et des autres éléments que vous n'êtes pas obligé en fait à le reconnaître au niveau de cette formation de CCNA. Après, vous avez donc layered, ou bien un système à couches. Donc c'est-à-dire qu'il y a des couches supplémentaires qui peuvent assurer donc la médiation dans les interactions entre les clients et les serveurs. Par exemple, ces couches peuvent remplir des fonctions supplémentaires, donc notamment comme l'équilibrage de charge, ce qu'on appelle en fait le load balancing, et le partage des caches ou la sécurité. Code en demande ou bien code à la demande, en fait c'est une option en fait qui est facultative, et dans ce cas là c'est un serveur peut étendre les fonctionnalités d'un client en lui transférant du code exécutable. Très bien. Alors le reset API et le HTTP. Alors, comme j'ai déjà expliqué que une API reset, donc il va se baser sur HTTP, ils sont définis par ce qu'on appelle le URI. Donc le URI, c'est URI de base, c'est-à-dire c'est que vous avez en fait vous utilisez en fait un protocole, par exemple sur du HTTP ou bien de HTTP, le HTTPS pardon, et vous utilisez en fait une target. Donc là, la target là où donc c'est-à-dire votre API serveur, et puis en fait, ce sera suivi par la ressource. Très bien. Lorsque en fait vous faites en fait une reset API, donc il y a une représentation de la donnée sur ce qu'on appelle en fait un data format, et il est supporté parmi les data formats en fait qui sont supportés par reset API, ce que j'avais cité aussi, c'est vous avez soit du JSON, soit du XML, ou bien soit du YAML. Après en fait ce sont des choses en fait qu'on va le voir dans les prochaines vidéos. Ok. Alors, les API reset, donc ils utilisent des méthodes HTTP pour récupérer ou envoyer des informations entre les applications. Alors, comme j'ai déjà expliqué, c'est que par exemple, au départ, pour demander une telle page web, on utilise la requête GET. Vous voyez? Alors, c'est pour cela je dis c'est que aujourd'hui lorsqu'en fait on utilise une API reset, donc ils vont utiliser des méthodes HTTP pour récupérer et envoyer des informations entre les applications. Alors dans ce cas là principalement ce qu'on dit c'est qu'on va utiliser donc ce qu'on appelle la fonction CRUD, donc ou bien le terme CRUD. Donc le C c'est-à-dire c'est que je vais créer une donnée, le R c'est-à-dire c'est que je vais faire une read de data, c'est que là je vais faire une lecture de la donnée. Le U, c'est-à-dire c'est pour update, c'est que là je vais mettre à jour une donnée. Le D, c'est-à-dire c'est que là je vais déléter ou bien je vais supprimer une donnée. Ok, donc là je répète, pour une
API reset, comme je l'ai déjà expliqué avant, on utilise en fait, on se base sur du HTTP. Lorsqu'on va se baser sur du HTTP, donc là on va avoir principalement trois choses. C'est qu'on va utiliser donc une URL de base pour attaquer ou bien pour récupérer une telle information sur une certaine ressource qui sera définie dans notre URL, bien entendu. La représentation de la donnée, ce sera principalement soit par du JSON ou bien du XML ou bien du YAML. Après, en fait, ces formats de données, on va le voir dans les prochaines vidéos. Et du coup, pour demander ou bien pour envoyer des informations, dans ce cas-là, on va utiliser des méthodes HTTP. Alors, ces méthodes HTTP, on le résume via ce qu'on appelle le mot CRUD ou bien la fonction CRUD terme. Donc là, c'est-à-dire le C, c'est pour create data, c'est pour créer la donnée. Le R ou bien read data, c'est-à-dire pour la lecture de la donnée. Le U, c'est pour update data, c'est pour faire en fait une mise à jour de données. Le D, c'est pour faire un delete data, c'est-à-dire pour supprimer la donnée. Alors, ce CRUD terme, donc il est, on va les traduire via des fonctions techniques, ce qu'on appelle le reset verb ou bien le HTTP verb. C'est principalement, vous pouvez le reconnaître, hein. C'est pour créer une telle structure ou bien un variable. Donc là, on va utiliser donc le post. Donc le post, c'est pour dire, c'est pour create, ok. Pour retrouver une donnée ou bien pour lire une donnée, par exemple un nom d'une variable, une structure ou bien en fait une valeur. Donc là on va utiliser donc la requête get. C'est l'exemple lorsque en fait vous demandez vous accédez sur un tel site web, c'est que là vous allez utiliser donc la requête get, hein. Et puis en fait lorsque vous allez demander en fait l'accès sur un site web, c'est que là vous allez demander de lecture de la donnée en fait au niveau de ce site web. Donc là vous allez utiliser la requête get. Même si vous allez configurer donc la REST API sur un équipement, prenons en fait le cas de F5 ou bien le cas en restant dans le cas du Cisco, si vous utilisez en fait, si vous allez configurer du REST API. Vous voulez demander donc le statut d'une telle interface. Dans ce cas là, c'est que vous allez faire une lecture des données, bien une lecture de data. Dans ce cas là, on va dire la requête qui sera appropriée pour ce type de requête, ce sera la requête get. Ok. Alors vous avez aussi donc le put et le patch. Donc là c'est pour faire en fait updater, c'est mettre à jour ou bien remplacer une certaine valeur ou bien donc en fait quelques variables. Donc le patch, c'est-à-dire c'est que elle met à jour une partie d'une ressource. On envoyait donc un différentiel d'une sorte guide diff. Donc ce sont des choses en fait qui sont reconnues par les développeurs. Le put, c'est pour mettre à jour une ressource complète en la remplaçant par une nouvelle version. Et c'est le put, en fait, c'est 90% des cas, il est utilisé. Après, le delete, c'est pour faire en fait un delete des variables en fait, ou bien une structure de données. Alors dans ce cas-là, c'est le CRUD, donc le D, c'est-à-dire c'est qu'on va supprimer la donnée. Et puis en fait, là, la requête qui sera utilisée, ça, là, la requête delete. Ok, c'est pour supprimer en fait une variable ou bien une structure de données. Très bien. Alors, les requêtes ou bien dans les REST API. En plus d'utiliser donc ce que nous avons en plus donc les verbes HTTP. Donc là, donc le post, le get, le patch, put et le delete. Et exécuter donc les fonctions du CRUD, ce que nous avons le create, read, update et delete pour une application. Donc les resets utilisent en fait des URI pour identifier donc la ressource sur laquelle donc la requête HTTP donc il va agir. Alors le reset API contient des ressources. Ces ressources qui comportent dedans un ensemble des variables qui seront associées, définies par l'API et identifiées par l'URI. Ok. Alors, pour vous dire c'est quoi un URI, c'est tout cet ensemble-là. C'est ça en fait ce qu'on appelle en fait un URI. Ok. Donc c'est tout cette URL. Bon, c'est pas un URL, mais bon, principalement URI, c'est toute cette ressource en fait que vous voyez de HTTP jusqu'à le CA. Ok. En d'autres termes, c'est que, ou bien si je reviens
Le reset API qui contient des ressources qui comportent dedans un ensemble des variables qui seront associées et qui seront bien entendu définies par l'API et identifiées par un URI. En d'autres termes, c'est que les développeurs de l'API, ils créent un URI et un ensemble de variables correspondantes. C'est que aujourd'hui, si moi je voudrais en fait demander par exemple le statut d'une telle interface, ou bien demander le hostname d'un serveur via une reset API, c'est que là il faut que je respecte en fait les ressources. Donc c'est dire c'est que les ressources qu'il faut que je l'utilise en fait de mon URI, c'est-à-dire la structure que je vais l'utiliser au niveau de mon URI pour avoir le nom du ou bien le statut d'une telle interface, ou bien le hostname de mon équipement. Après, il y a un point important, c'est que lorsque il y a les créateurs des API, la plupart du temps en fait ils documentent bien tous leurs API, parce que une API d'un constructeur à l'autre donc il change, donc notamment la structure aussi il change. Par exemple là je vous donne un simple exemple. Par exemple, moi c'est pas juste, hein, mais bon, par exemple sur le constructeur d'une solution A qui utilise un API, donc voilà, la HTTP par exemple, donc on va utiliser donc API.server, donc server1.com. Donc là vous dites par exemple là la ressource ça sera API, et puis en fait là vous demandez l'hostname. Donc ça la ressource on va dire, ou bien l'URI qui sera utilisé pour demander le nom de mon serveur. Ok, donc ça c'est la solution 1. Peut-être en fait que la solution B donc il utilise autre chose, donc le HTTP donc on va dire que l'API.server2.com. donc là il va utiliser en fait autre ressources. Donc là on va dire que ce sera API version 1 ressource par exemple, hein, source hostname. C'est pour cette raison ce que je vous dis que d'un créateur d'un API à l'autre et d'un instructeur à l'autre, c'est que il y a des différentes ressources qui seront documentées sur une documentation officielle sur le site web de chaque constructeur. C'est pas toujours la même chose, notamment entre un Cisco par exemple et un F5. Par exemple un Cisco qui supporte du reset API, un équipement qui supporte du reset API, et en fait un F5, un équipement F5 qui supporte du reset API, c'est pas les mêmes ressources. C'est comme en fait vous dites les commandes qu'on peut taper sur du Juniper, c'est pas la même chose en fait, c'est pas les mêmes commandes en fait qu'on peut taper au niveau de Cisco. C'est quasiment la même chose. Ok, très bien. Alors donc dans ce cas là ce que nous avons vu, c'est que ici en fait on a un sort de URI. Ici en fait on a http www.mac alors map je sais pas en fait questapi.com. alors ça c'est ce qu'on appelle le API serveur. Donc il s'agit de l'URL de serveur. Donc là je dis c'est l'URL du serveur qui répond aux demandes de reset. Donc dans cet exemple il s'agit du serveur ce qu'on appelle map.questapi.com. La ressource, donc la ressource il permet de spécifier donc l'API qui est demandée. Donc dans ce cas là en fait la ressource qui est demandée en fait voilà c'est en fait la direction qui s'appelle en fait dans ce cas là c'est la direction la direction du mapquest api.com. Bon, c'est une ressource qui va nous revenir en fait certaines informations. Après en fait tout ce qui vient le reste après le point d'interrogation que vous avez ici, c'est ce qu'on appelle en fait une query. Ok. Après sur une query, on a en fait des sous-informations. Donc notamment en fait c'est ce qu'on appelle le format. Donc le format il s'agit généralement soit en fait du JSON, mais peut être aussi donc du YAML ou bien du XML. Donc dans ce cas là on a le format qui est demandé, ou bien l'out format donc, qui est demandé, c'est du JSON. Très bien. Vous avez aussi ce qu'on appelle du clé. Donc là en fait vous avez un key. Donc
Alors, dans la clé, c'est pas en fait toujours le cas, hein, mais ça peut être. Et la clé est utilisée principalement pour l'autorisation, et si nécessaire. Ok. Donc dans ce cas-là, vous devrez remplacer donc les clés par une clé valide, sinon en fait vous n'aurez pas la réponse. Et puis en fait, nous avons le paramètre. Donc le paramètre sont les mêmes paramètres qui seront utilisés pour envoyer des informations relatives donc par rapport donc à la demande. Donc par exemple dans cet exemple, donc les paramètres de requête, donc il inclut des informations sur le direction, sur les directions dont l'API a besoin afin qu'il sache par exemple d'envoyer donc la direction donc qui est en fait définie entre la ressource entre une ville qui est au Canada, San José et Monterrey. Ok. Donc ça comme ça ça se définit une requête au niveau d'une reset API. C'est que toujours il faut penser pour demander donc une requête pour demander une requête, en fait il faut utiliser en fait des ressources, et ces ressources en fait c'est toujours, on va le trouver au niveau de la documentation officielle. Ça c'est parce que comme j'ai dit, c'est que chaque créateur il va faire une documentation officielle par rapport donc à ces ressources qui seront demandées par en fait par un reset client. Ok. Comme j'ai dit, c'est que le reset il contient des ressources qui comportent dedans un ensemble de variables qui sont associées, définies par l'API et identifiées en fait par un URI. Donc le dernier dépôt, ce que je voudrais revenir, c'est ce qu'on appelle en fait les codes de réponse. Alors l'API reset donc il répond à chaque demande par un code de réponse HTTP. Par exemple, chaque code en fait il signifie quelque chose. Ici en fait le requête, par exemple le 200, c'est-à-dire c'est pour OK, pour dire que voilà, donc c'est OK. 201 c'est-à-dire que votre ressource donc il est created. 204 et là elle vous dit que il y a pas de contenu qui est envoyé, mais quand même que la requête est envoyée. La requête get, la requête 400, c'est-à-dire c'est que la requête n'est pas bon. 401, c'est-à-dire c'est que unauthorized, c'est dans le cas où en fait par exemple vous avez fait un failed authentication, c'est-à-dire c'est que l'username et le mot de passe n'étaient pas bons. 403, c'est pour dire c'est forbidden, c'est-à-dire c'est que c'est interdit d'accéder à une telle ressource. Là par exemple votre compte il n'est pas autorisé d'accéder à cette ressource. Par exemple je peux dire une connerie pour accéder sur une telle ressource sur un site web, ou bien sur une ressource, hein, ou bien d'exécuter une telle requête, hein, pourquoi pas. Parfois en fait ça peut être le cas si vous n'avez pas assez d'autorisation. Là il vous envoie la requête 403 avec votre compte. Par exemple, je sais pas, vous demandez le statut, ou bien, voilà, vous demandez par exemple le statut d'une telle interface, et là en fait dans votre autorisation, vous avez pas les autorisations nécessaires. Donc dans ce cas-là, il vous envoie en fait forbidden. Bon. J'ai pas un exemple très concret, mais voilà, c'est parmi en fait les choses que ça peut y arriver. 404, c'est-à-dire que la requête n'est pas trouvée sur le serveur de destination. 405, il veut dire que la méthode not allowed, c'est-à-dire c'est que avec votre compte, vous avez envoyé une requête post, alors que la requête post avec votre compte, il n'est pas autorisé. Donc ou bien, voilà, il n'est pas autorisé, donc il vous dit que la méthode il est non autorisée. Ou bien même en fait au niveau de serveur destination, vous avez configuré que la requête delete, pourquoi pas, il n'est pas autorisé, donc vous n'avez pas le droit de supprimer une telle ressource avec du reset API avec la requête delete. Ok. Et la requête 500 c'est plus en fait une erreur qui est interne au serveur. Donc voilà, ça fait 40 minutes que qu'on était en train d'expliquer donc le reset API. Donc j'espère que c'est clair. Donc dans les prochaines vidéos, donc on va essayer de faire un petit lab de base par rapport au reset API. Donc j'espère que vous avez compris donc le reset API. Excusez-moi, donc mon micro donc a été coupé. Donc n'hésitez pas donc à nous soumettre vos questions, avec un très grand plaisir que je réponds à vos questions. Vous pouvez utiliser la section réponse du Udemy, sinon vous pouvez nous soumettre vos questions soit par email ou bien sinon par LinkedIn. Je vous dis à très bientôt et à la prochaine vidéo.